Paris, 18h. Le docteur Yael Hichet, médecin du SAMU de l'hôpital Necker, vient d'être appelé pour une urgence. 1758, c'est bien noté, merci. 1758, médecin SOS sur place qui a fait l'électro à un monsieur de 51 ans qui fait un infarctus. Alors ça, c'est vraiment intelligent. Et alors surtout, te presse pas. Je supporte pas ces taxis. Les encombrements, c'est ce que le docteur Hichet redoute le plus. Il y a de quoi se garer partout, là, il y a 3 places. À 39 ans, elle travaille depuis plus de 10 ans aux urgences. Quand elle se déplace pour un infarctus, elle sait que le temps presse. 42, tu m'as dit 14, hein? Ouais. 14, c'est là. Ah ouais. 14, c'est là. Allez, ouf. Moins de 10 minutes plus tard, l'équipe est arrivée à destination. Donc c'est bon, c'est bonjour, je suis médecin du SAMU. D'accord. Et depuis midi, elle est constante, la douleur. Le diagnostic est vite confirmé. L'homme fait bien une crise cardiaque. Le docteur Hichet connaît bien ce genre de situation. Ah oui, c'est pas forcément facile. Le plus important, c'est de garder son calme pour ne pas affoler le malade. Donc, dans les artères de votre cœur, il y en a qui se sont bouchées. Donc là, si vous avez mal, c'est parce que votre cœur souffre et il vous fait le signal d'alarme, c'est stop, on arrête de bouger. On va commencer à passer les médicaments. Des propos qui se veulent rassurants, mais le patient est dans un état critique. Il a besoin d'être opéré en urgence. Ce qu'il faut faire jusqu'à ce moment-là, c'est le moins d'efforts possible. C'est-à-dire que votre cœur, l'énergie, l'oxygène que vous avez dans le corps, il faut que ça soit pour lui, et pas pour autre chose. Donc pas de mouvement, rien, on va vous porter, on va vous amener jusqu'à l'ambulance et jusqu'à l'hôpital. Sans l'intervention du SAMU, il n'avait que quelques heures à vivre. Pourtant, le sauvetage s'effectue dans un calme absolu, sans aucun stress apparent. L'urgence, ça ne veut pas dire être tout le temps à courir et à préparer des seringues. C'est aussi réfléchir quand même. Au même moment, un service de chirurgie cardiaque prévenu par le docteur Hichet attend déjà le patient. L'intervention du SAMU aura duré moins de 30 minutes. Un transport sous haute surveillance. Il y a toujours un pronostic vital quand il y a un infarctus parce qu'il peut y avoir un trouble du rythme, il peut toujours y avoir un arrêt cardiaque. Lui, il a déjà débuté son infarctus. Il y aura de toute façon des séquelles. Mais l'important, c'est de les limiter pour qu'il puisse avoir une vie normale, ce monsieur qui a 51 ans quand même. Allez, ouf. Le docteur Hichet accompagne son patient jusqu'au bloc, où il est aussitôt opéré. La mission du médecin urgentiste est accomplie. Il est dans de bonnes mains, on lui débouche les artères, on ne peut pas faire mieux maintenant. C'est le meilleur traitement. Passé tout près de la mort, la victime est sortie de l'hôpital 3 semaines plus tard. Près de 5000 médecins travaillent en France dans les services d'urgence. Mais beaucoup d'autres se consacrent aux accidents de notre vie quotidienne. Pompiers, policiers et même vétérinaires qui veillent 24 heures sur 24 sur notre sécurité et notre santé ou celle de ceux qui nous sont chers. L'été, les pompiers de Paris affichent un nombre record d'interventions. Nous avons suivi une équipe du 17e arrondissement entre petits bobos et accidents les plus graves. Émilie, lieutenant de police, est l'une des nouvelles responsables du commissariat du 10e arrondissement de Paris. Individu avec une veste noire, jean bleu. Cet été, c'est son baptême du feu. Comment va-t-elle faire face aux bagarres, cambriolages et fêtes de la capitale? Mets-le par terre. Amène du Valium tout de suite. T'as une seringue? Damien, lui, soigne les animaux. Et les vacances pour nos compagnons à 4 pattes, c'est la période de tous les dangers. S'il est vraiment à 210, il est pas bien parti. Délinquance, agression, accident, mais aussi alcoolisme, drame de la solitude ou détresse sociale, les maux des grandes villes s'accentuent souvent l'été. Pendant les vacances, les professionnels de l'urgence sont en alerte permanente. 14 juillet à Paris. Alors que dans la capitale, la fête bat son plein, près de 3000 hommes ont été mobilisés par la préfecture de police et la gendarmerie. Au commissariat du 10e arrondissement, on se prépare à une nuit mouvementée. Repos, bonsoir à tous. Au commandement, Émilie, jeune lieutenant de 30 ans.
Pour son premier 14 juillet, elle sait déjà à quoi s'attendre. Pour l'usage de feux d'artifice, vous n'hésitez pas. Là, ils annonçaient juste avant qu'on rentre en salle d'appel qu'il y avait une groupe d'une quinzaine qui s'amusait à jeter des pétards sur les passants. Donc, voilà, tout un... Contrairement aux idées reçues, l'usage des pétards est formellement interdit à Paris. C'est l'une des nombreuses missions que la police doit mener les soirs de 14 juillet. On craint des incivilités en tout genre, que ce soit voilà, des groupes de jeunes qui prennent les passants à partie. On craint des faits de violence parce que les gens sont plus ou moins alcoolisés et moins vigilants de vol à l'arraché, ce genre de choses. Et c'est tous les ans la même chose? J'en sais rien. Je sais pas, c'est mon premier 14 juillet, j'en sais rien, je sais même pas à quoi ça ressemble dehors. 23 h, le lieutenant démarre sa patrouille. Sa priorité, c'est la bande de jeunes repérés avec des pétards. Ouais, ils sont déjà là? Certains jeunes utilisent des mortiers, des pétards parmi les plus gros du marché. En cas de mauvaise utilisation, ils peuvent s'avérer particulièrement dangereux. S'il y a un équipage qui peut prendre un revers par le quai de Valmy. Allez, balance. Balance par terre. Balance par terre. Malgré les avertissements d'Émilie, le jeune homme tarde à lâcher son pétard. Les policiers doivent intervenir. Oh putain. Une course-poursuite s'engage. Les policiers sont distancés. Mais Émilie a pris soin de poster des hommes à chaque sortie du parc. Quelques minutes plus tard, le fuyard est interpellé. Pour les nuisances sonores occasionnées, il risque jusqu'à 450 € d'amende. Plus important pour Émilie, l'incident a été évité. Et alors c'est interdit. Ils sont pas méchants. Ils avaient juste envie de rigoler et s'ils peuvent nous faire courir un peu, ils sont contents. Donc il faut qu'ils comprennent qu'ils peuvent pas nous prendre pour des rigolos. Le pétard c'est interdit et on fait respecter la loi. Mais jouer avec des pétards n'est pas anodin. Ce soir, dans un autre arrondissement, un adolescent a mis le feu à un appartement. Grièvement brûlé, la propriétaire de 63 ans a succombé à ses blessures quelques jours plus tard. Le secteur d'Émilie, c'est le 10e arrondissement de Paris. Petit par la taille, il contient 3 points chauds particulièrement surveillés, la gare de l'Est et la gare du Nord, ainsi que le canal Saint-Martin. Un lieu de rassemblement prisé par les Parisiens. Et ce 14 juillet ne déroge pas à la règle. Le bal des pompiers organisé ce soir fait le plein. Et la foule qui se presse autour du canal inquiète le lieutenant. Trop de monde, peu de barrières de protection, les risques de chute dans l'eau sont réels. Je vous dis, un mouvement de foule et c'est le drame, quoi. C'est le drame parce que si ça se bouscule, si ça se bagarre, ça va partir dans tous les sens. Et ce que craignait Émilie va arriver. Allez, bouge! Quelques minutes plus tard, son équipe est appelée en urgence pour une bagarre. Une jeune femme aurait été agressée, mais à leur arrivée sur les lieux, l'affaire est confuse. Il n'y a pas de victime. J'ai été enlevé par un mec. J'ai 2 copains qui ont essayé de me défendre et depuis ils sont là en train de se faire agresser. Vous avez embrouillé, il est où? Il est en t-shirt blanc, il est là avec les cheveux. Ça, c'est lui qui vous Ça, a c'est lui qui m'a embrouillé à la base. Les 2 autres, c'est mes amis, ils sont en train de se faire embrouiller par les keufs. Et ça fait 10 minutes. Le lieutenant décide d'embarquer tout le monde au commissariat afin de tirer l'histoire au clair. Non, attendez, ne les embarquez pas là. Moi, je suis peur de l'embrouille. Je me retrouve avec tous les autres. Mais dans l'agitation générale, certains en profitent pour agresser les policiers. On est 3 à s'être fait embrouiller. Non, mais sérieux, c'est pas bon. Une bouteille vient d'être lancée. Le provocateur est arrêté et va rejoindre les 3 autres jeunes interpellés. La situation est de plus en plus tendue. Allez, on dégage! Tout le monde s'en va, allez! Pour faire retomber la pression, Émilie choisit de se replier. Il s'agit de violences entre 3 individus à la base, ça s'est un peu envenimé sur place. Donc on a quitté les lieux, en sécurité. Pour les policiers du 10e, la soirée est loin d'être terminée. Il est 4 h du matin, le bal touche à sa fin. Il faut maintenant évacuer les fêtards. Allez! On recule! Mais les plus alcoolisés ne l'entendent pas de cette oreille et semblent vouloir poursuivre la fête jusqu'au bout de la nuit. Une nouvelle fois, les policiers interviennent. Ce
Celui-ci finira la nuit en cellule de dégrisement. La foule a fini par évacuer les lieux. Ne reste que les vestiges de la fête nationale, cette année encore bien arrosée. Pour Émilie, le bilan de sa première nuit du 14 juillet est plutôt positif. Finalement, vous voyez, pas de débordement, pas de chute dans le canal, juste quelques personnes alcoolisées un peu difficiles à gérer et à évacuer de la fête, mais tout s'est fait dans le calme, les pompiers sont en train de ranger, c'est parfait. Il n'y a plus qu'à ramasser les déchets. On quitte les lieux, caserne Châtellendon, l'ensemble des participants au bal a quitté les lieux également dans le calme. On va reprendre notre ronde. Quelques nuits plus tard, non loin des Champs-Élysées, la caserne de pompiers du 17e arrondissement de Paris. Il est 22 h. L'une des équipes rentre tout juste d'intervention. C'était la 5e de la journée. On va manger. Ils espèrent pouvoir dîner tranquillement, mais pas évident, car toute l'équipe est en alerte. Dès que ça ressonne, c'est pour nous. Et pas de chance pour Mathieu et ses collègues. À peine entrés au self, la sirène retentit. Une pâtisserie vite avalée, un morceau de pain volé, et l'équipe est déjà repartie. Pas de temps à perdre, un motard s'est fait renverser sur l'une des places les plus fréquentées et les plus dangereuses de Paris. Ça vient d'arriver là-bas. Porte-maillot, la victime est à terre, blessée. Mais ses jours ne semblent pas en danger. L'auteur de l'accident est encore sur les lieux, visiblement choqué. Je démarrais du feu rouge, là, et puis d'un seul coup, comment dirais-je, j'ai vu la moto qui arrivait à une vitesse, mais alors inimaginable. J'ai vu le choc et puis le gars tombé. Éjecté de son scooter, l'homme ne portait pas de casque intégral et c'est surtout son visage qui a été touché. D'accord. Vous avez plus de dents. C'est les dents que moi j'ai. Monsieur, on va vous palper un petit peu partout, d'accord? Et vous nous dites si vous avez mal quelque part. Je vais appuyer sur votre abdomen, vous laissez faire. Après examen, il souffre également d'un poignet cassé. L'équipe va devoir l'évacuer rapidement. Vous avez perdu connaissance. Vous vous rappelez de tout. N'en bougez pas la tête. Il faut dégager la chaussée au plus vite pour éviter le suraccident. Le motard est transporté à l'hôpital. Une fois en sécurité dans le camion, les pompiers tentent de le réconforter. Monsieur, on va sûrement vous emmener vers des urgences spécialisées dans les dents. D'accord? Pour que vous soyez pris tout de suite en charge au niveau des dents. Allez, vous inquiétez pas, ça va bien se passer. On est parti. Allez, on est parti, monsieur. Pour ce jeune pompier, le contact avec les victimes est essentiel. Il a même une méthode bien à lui pour les rassurer. La victime est souvent en désarroi, elle ne sait plus trop où est-ce qu'elle est en fait. Donc on essaye, le plus souvent on essaye de, quand on peut, d'essayer de les faire rire, pour qu'elles évacuent un petit peu mieux le coup de l'accident. Urgence bucco-dentaire. Pas sûr que dans cette situation, l'homme blessé au visage ait vraiment envie de rire. Et pourtant... Ça c'est fini. Il faut de poubelle. Oh oui. Vous avez vu ce que je vous disais? Le monsieur il rigole là. On blague avec lui là maintenant. Allez, monsieur, ils sont spécialisés dans les dents ici. Ils vont réparer tout ça. Ce trajet m'a aidé à décompresser. À Paris, les pompiers portent secours à près d'1 demi-million de personnes chaque année. Retour à la caserne, Mathieu et ses collègues comptent bien profiter d'un moment de répit. Cela fait plus de 20 heures qu'ils sont de garde. Ils espèrent désormais pouvoir fermer l'œil avant la prochaine alerte. On est parti en libération. Il faut y croire. 4h moins le quart. Si ça se passe bien, 2h30, on se réveille quoi. Demain, ils seront de nouveau sur le terrain. L'été, dans la capitale, les pompiers ne sont pas les seuls à être en alerte. Hôpital Tenon, 20e arrondissement de Paris. Ici, pendant les vacances, les urgences ne désemplissent pas.
Dans ce quartier pauvre en médecins, le service traite les plus petits bobos. Comme cette fois ce patient qui s'est blessé avec le couvercle d'une boîte de conserve. On va aller vérifier de visu que le doigt est juste que de la peau. Étienne Inglet est le chef du service. Les urgences, c'est son quotidien depuis près de 25 ans. L'été, les médecins sont moins nombreux, alors le patron est particulièrement sollicité. C'est les vacances, donc on profite pour bricoler, pour faire des choses. Donc on se coupe, on se cogne, on se bigne, on se machin, enfin bref. Et donc ça, souvent, ça va aussi aux urgences. Donc effectivement, il y a un côté saisonnier. Monsieur, bonjour. Quelques instants plus tard, un autre homme arrive aux urgences, emmené par les pompiers. Encore un accident de scooter. Il est cassé, c'est sûr. L'homme souffre d'une double fracture du bras gauche avec déplacement. Le docteur Inglet doit aussitôt remettre ses os en place. Ne me bougez pas la main parce que... Et c'est très douloureux. Mais si vous me bougez la main, vous bougez votre fracture et ça vous fait mal. Je peux pas le lâcher là. La fracture réduite, le médecin pose une attelle sur le bras du blessé. Le travail de l'urgentiste est maintenant terminé. Le patient sera opéré dès le lendemain. Alors, deux choses l'une. Soit on dit vous rentrez chez vous et... Bon, d'accord. Et sinon, l'autre possibilité, c'était une perfusion et des médicaments plus forts contre la douleur. En attendant demain. Ça va aller ? Ouais, ça. Allez, faites attention à vous. Ok ? Le jeune homme préfère rentrer chez lui et ça tombe bien car le service déborde de patients. En France, plus de 13 millions de personnes passent par les urgences. C'est 2 fois plus qu'il y a 20 ans, avec la même conséquence dans les grandes villes, l'engorgement des services. C'est vrai, vous venez pour 24 heures, ou des périodes en ce moment où on a pas mal de gardes. C'est vrai qu'il y a des moments donnés, où on part de la maison, on se dit j'aurais bien été à la pêche. Mais voilà, puis une fois qu'on a mis la blouse et qu'on est là, le problème ne se pose plus. Arrête ! Situées dans un quartier populaire, les urgences de l'hôpital Tenon sont aussi un refuge pour les plus démunis. Vous avez bu de l'alcool, c'est ça? Oui. Beaucoup? J'avais sorti. L'homme est plutôt agité, mais le chef de service a l'habitude de ce genre de comportement. Non, soit vous vous calmez et tout va bien, soit vous ne vous calmez pas et vous allez aller faire la même chose au commissariat. Qu'est-ce que vous préférez? Commissariat. Eh bien là, on va aller au commissariat. Ouais, commissariat, d'accord. Le médecin est sur ses gardes. Il vient de remarquer que l'homme est en possession d'un couteau sur son porte-clés. Il y a un couteau et je ne veux pas que vous le gardiez. Vous me le donnez. Non. Tiens, vous pouvez m'aider s'il vous plaît, parce que là... Dans la main. J'ai un petit couteau, mais attention à vous. Non, vous ouvrez votre main, parce que là, on va pas pouvoir faire ci. Attendez. Non, et vous mordez pas non plus. Merci. Garde dans ses poches, s'il vous plaît, s'il n'y en a pas d'autres. Et on appelle le commissariat du 20e. Je pense qu'il voulait se détacher, c'était pas de l'agressivité contre nous, mais il voulait se détacher pour s'en aller contre notre avis. Alors un peu l'habitude et l'œil, vous voyez, qui traîne. Si j'avais pas fait attention, je serais passé à côté. Arrivé avec les pompiers, l'homme repartira menotté par la police. Aujourd'hui, face à la montée de la détresse sociale, les professionnels de l'urgence sont de plus en plus sollicités. Messieurs, je vous dis pas plus tard. Ce qu'il faut comprendre, c'est que les urgences, on est ouvertes tout le temps. 365 jours de l'année, 24 heures sur 24. Or, tous les services normaux, que ce soit les services sociaux, médicaux, etc., ils sont ouverts, on va dire, au mieux 50 heures par semaine. Donc tout le reste du temps, c'est nous qui sommes ouverts, donc c'est par nous que ça passe. Mais pour soigner certains maux, les urgences hospitalières ne suffisent pas toujours. C'est le cas en psychiatrie. Depuis 25 ans, Bernard Ferracci travaille pour une association qui intervient en urgence. Il est l'un des rares psychiatres de la capitale à intervenir directement au domicile de ses patients. Urgence psychiatrie, bonjour. Oui. C'est ça mon problème, c'est que je le connais.
D'accord. Depuis longtemps? Créée au départ pour éviter les internements abusifs, l'association Urgence Psychiatrie reçoit de plus en plus d'appels comme celui-ci, passés par des victimes en mal de vivre. Ah non mais là je veux mourir là. Non, vous n'allez pas mourir, on va venir vous voir. Est-ce qu'on peut m'hospitaliser là-bas? Bien sûr, mais on ne va pas vous laisser tomber comme ça. Bien sûr, on va venir vous voir. Les idées suicidaires et les risques de passage à l'acte sont en fait des appels au secours. Alors, il vaut mieux être là parce que si jamais un jour ça se passe mal, ça sera une fois de trop. Donc il vaut mieux y aller. Le patient souhaite être hospitalisé. Mais avant d'en arriver là, le psychiatre va tenter d'évaluer s'il risque vraiment d'attenter à ses jours. Bonjour monsieur, c'est pour vous? Voilà, je vous suis. On s'assoit là ou... Ça, très bien. Bien, alors expliquez-moi un peu ce qui s'est passé. J'arrive pas à dormir. Depuis mercredi, jeudi, vendredi... Si, je dors parce que je m'écroule d'alcool. Et vous avez des idées suicidaires, comme vous l'avez dit au téléphone. J'ai envie de mourir. On vous emmène, ok? J'ai envie de crever. Non, mais on verra plus tard. Hein. Pour le psychiatre, l'homme nécessite une hospitalisation. Bon. D'autant que la personne avec laquelle il vit semble aussi subir les conséquences de sa maladie. Ce monsieur, c'est qui par rapport à vous? C'est votre compagnon. Est-ce que vous pouvez l'accompagner, monsieur? Non, je pense pas. Nathan? Oui. Vous voyez sa main qui est cassée là? Oui. C'est à cause des disputes qu'on a. Laissez-le tranquille, je vous en supplie. Attendez, laissez-le décider calmement. On ne peut pas le laisser, il va se tuer. Il va se tuer, il va faire une connerie grave. Hein, et on ne peut pas le laisser comme ça, ok? Voilà. Bon, mais on peut y aller. Voilà. Bon, allons-y, on ne va pas lambiner justement. Pour le psychiatre, l'homme n'est pas dangereux. C'est donc dans sa voiture personnelle et sans le renfort d'une ambulance qu'il l'accompagne jusqu'à l'hôpital. Quant à son compagnon, il est soulagé. S'il veut s'en sortir, il faut qu'il soit aidé pour être soigné. Que tout seul, les traitements, il n'arrive pas à les faire, et voilà. Vous avez l'habitude? Bah, ça fait vraiment très dur quand même. Le rôle de l'association de Bernard, intervenir avant qu'un drame ne se produise. À un moment donné, il voit qu'il ne peut plus décider pour lui-même et son dernier moment de volonté, il le confie à quelqu'un pour qu'il prenne la décision à sa place. Après, il passe la main sur lui-même. En fait. Bernard a fait le lien entre le patient et l'hôpital psychiatrique. Le jeune malade y passera 3 semaines, c'est ce qu'il souhaitait. Mais parfois, cette lucidité, certains malades ne l'ont plus. Laurence et Alain vivent et travaillent ensemble. Ces 2 ambulanciers se sont spécialisés dans le transport de ce genre de malades. Les ambulances, bonjour. Unique en son genre, le couple intervient régulièrement à la demande des personnes à qui la justice a confié ces malades. Cet après-midi, c'est un jeune homme en pleine crise de paranoïa qu'il faut conduire d'urgence à l'hôpital. Voilà, ça fait 3 jours qu'il ne dort pas, il est dans ses délires et voilà. Alors il faudrait que vous interveniez au plus vite. Oui, on va venir. Le patient est bien connu des ambulanciers. Laurence et Alain savent que cette hospitalisation ne sera pas de tout repos. Oui, on s'attend à une intervention difficile avec, avec l'assistance de la police, c'est sûr, on est obligé, puisqu'il est très énergique, très violent, très véhément, énervé. Si Laurence et Alain ont choisi de s'occuper de ces malades difficiles, c'est qu'ils souhaitent avant tout leur rendre un peu de dignité. Mais pour ces ambulanciers pas comme les autres, l'urgence se conjugue souvent avec le risque. On ne s'habitue pas parce que chaque situation est une situation différente. Simplement, plus on en fait comme ça, plus on reste sur nos gardes et plus on sait ce qui peut nous arriver. D'accord? On sait qu'une personne peut passer par la fenêtre, on sait qu'une personne peut attraper un verre, un couteau, charger un coup de poing, un coup de pied. Donc il faut continuer d'être vigilant et craintif et toujours se demander à quel moment ça va déraper. À l'arrivée du couple, les policiers sont déjà sur place. Quelques minutes plus tard, c'est au tour du psychiatre d'arriver en moto. Dans ce genre de cas, lui seul peut décider de l'internement du patient. Le médecin demande des nouvelles à la responsable légale du malade. Comment ça se passe? Toujours pareil, il est toujours aussi agressif. Voilà. Il gênait le voisinage? Un petit peu, oui. Il était sur le palier à 2h du matin à gueuler, il voulait tuer tout le monde. Tuer tout le monde? Oui. La tante qui l'héberge depuis des années.
Mon rôle, c'est de l'examiner, de voir dans quel état il est, compte tenu de tous les éléments que j'ai recueillis depuis quelques jours, et a priori, de procéder à une hospitalisation sur demande d'un tiers, puisque la tutrice est là. Il faut y aller, hein? Oui, on y va. Pour respecter le secret médical et parce que l'homme est potentiellement dangereux, nous ne sommes pas autorisés à pénétrer dans son appartement. Il est en pleine crise et se croit menacé par les services secrets. C'est une affaire d'État. Je serais d'accord, c'est une affaire d'État. J'ai postulé une fois à la DGSE. Allez dans la chambre, au milieu, il y a un micro. Il y a des micros. Les ambulanciers vont tenter de le calmer pour qu'il accepte de les suivre. C'est Laurence qui mène la discussion. On va discuter en bas, d'accord? Allez, vous lui mettez les chaussures, ça va? Parce qu'on doit consulter. C'est une obligation légale. On y va là maintenant, allez. Quelques minutes plus tard, l'homme se laisse conduire à l'ambulance. Non, vous attachez pas, on vous contient. Par sécurité, Alain lui maintient les mains dans le dos grâce à une serviette. Oui, on sait bien. Mais le patient semble s'être calmé. En confiance, il commence même à plaisanter avec le couple d'ambulanciers. Il y a la clim, j'espère, parce que j'ai chaud. Oui. Je vous mets la clé là-bas. Je pourrais avoir le volant? Et oui, puis quoi encore? Ça va. Et puis quoi encore, le volant? Il va être hospitalisé. Je pense qu'il a un état physique qui est pas formidable. Il a beaucoup maigri et il a besoin de soins psychiques. Il est venu avec une forme de résistance. Mais bon, là, j'ai pas fait d'injection, on l'a pas brutalisé. Voilà. J'estime que ça s'est passé tout à fait correctement. Sur le trajet qui le mène à l'hôpital, le jeune homme retrouve ses démons et sa paranoïa. Non, je veux sortir. Écoutez, j'ai un rendez-vous important, je veux sortir. Attendez. J'exige de sortir. Vous me reprochez quoi? Je vous reproche rien. C'est un putain de bordel international. Vous allez avoir le Mossad et les services secrets tunisiens. Vous n'allez pas gérer. C'est embêtant. C'est embêtant pour vous? Oui, absolument. Une affaire d'État. Est-ce que vous pouvez vous calmer maintenant? C'est votre intérêt de vous calmer, vous le savez très bien. Finalement, rassuré par la voix de Laurence, il change radicalement de comportement. Je vous plais, comme je sais que je vous plais. Oui, vous m'êtes très sympathique, oui, c'est vrai, je confirme. Si on reste trop longtemps ensemble, on va se marier. Non, il n'y a pas de crâne. Ça peut très bien aller dans le sens d'un délire mystique et dans le sens d'un délire sexuel. Non. Ça peut revêtir plein de formes, les deux à la fois, ça arrive aussi. Voilà, et puis ça... Après, on découvre un monsieur extrêmement charmant. Le jeune homme restera hospitalisé 8 jours avant de rentrer chez lui. Mais Laurence et Alain le savent bien, ils seront probablement amenés à le reconduire aux urgences. Nous, notre travail s'arrête là, effectivement. Souvent, comme ce sont des patients qui offrent une certaine récurrence, on va les revoir de toute façon, puisqu'il y aura d'autres urgences dans les années qui viennent. À ce jour, Laurence et Alain comptent plus de 30 000 interventions à leur actif. Ils envisagent même de développer des formations spécifiques d'ambulanciers basées sur leur expérience. L'été, d'autres services d'urgence plus inattendus fonctionnent aussi à plein régime. Cette fois, il ne s'agit pas de secourir les hommes, mais une toute autre population de nos villes. Nous sommes à Maisons-Alfort, dans la région parisienne, aux urgences vétérinaires. Amène-le tout de suite. Damien Hourt est vétérinaire. Et ce matin, c'est un petit chien tombé du 2e étage qui mobilise son équipe. Défenestration du 2e étage, tombé sur le corps du café du rez-de-chaussée, puis sur la tête d'une passante, puis au sol. L'été, beaucoup de fenêtres restent ouvertes et de nombreux animaux domestiques sont victimes de chutes. Ramène du Valium tout de suite. Pour ce chien, le vétérinaire n'est pas très optimiste. Vous pouvez aller préparer une perf? On va essayer de lui choper une pression tout de suite au Doppler. Je pense qu'il est en état de choc. En plus de ça, il est quand même en opistotonose, c'est-à-dire les membres très raides. Et on a probablement un traumatisme crânien sévère. Il est vraiment à 210, il n'est pas bien parti. Ouais. Les urgences vétérinaires de Maisons-Alfort, c'est l'un des plus grands services de ce type en Europe. 9000 animaux soignés par an, radio, scanner. Ici, le matériel médical ressemble à celui d'un vrai hôpital. Malgré cela, 1 heure après son arrivée, l'état du chien ne s'est pas amélioré. Il restera peut-être dans cet état quasi comateux s'il survit. Sachant que, vu qu'il fait des crises convulsives, il peut décéder lors d'une de ces crises convulsives. Je vais commencer à parler aux gens. Les chances de survie du chien sont minces. Damien se charge lui-même de prévenir les propriétaires. Un rôle parfois difficile. Bonsoir. Donc,
Là, d'un point de vue neurologique, l'évaluation qu'on est en train de faire... Pour certains, la perte d'un animal est vécue comme un drame. D'accord. Je pense qu'on est à moins de 5% de chances que l'animal récupère. Ces deux personnes ne sont que les amis du propriétaire. Parti en voyage, il avait confié son chien. Il est très attaché à son chien et nous, on ne peut pas vous dire plus que de le garder et de faire le maximum jusqu'à temps qu'il revienne, qu'il le voit et qu'il prenne une décision. D'accord. I feel worse for him. I mean, his other dog has passed away earlier. Le chien est gardé en observation, mais pas le temps pour Damien de souffler. Cette fois, c'est un chat qui est tombé d'un balcon du 8e étage. Tu peux préparer une perf tout de suite aussi? Elle est là. Ah, elle est là. Petite seringue de fille. Ouais. Hop, on fait tout de suite un crash plan. Okay, une fracture à la mâchoire, je ne sais pas trop où. Dans la salle d'attente, les maîtres du chat sont anxieux. C'est ma fille qui l'a vu tomber par la fenêtre. Je pense qu'elle doit être choquée parce qu'elle l'a vu glisser. J'espère que ça ira par la suite, parce que là, elle croit qu'il va mourir. Leur petite fille a raison d'avoir peur. Même pour un chat, une chute de 8 étages n'est pas sans conséquence. Damien redoute un problème dans son abdomen. Pour l'abdomen, c'est vraiment... j'aime vraiment pas. Là, on va voir ce que l'on a au niveau abdominal. Le risque étant la vessie qui a éclaté lors du choc et donc plus d'émission d'urine à l'extérieur. Cela signifie que l'animal peut mourir. Donc pour votre animal, là on va hospitaliser l'animal pour surveillance, pour le mettre sous oxygène pour la nuit. Ah donc là en fait je pars sans lui. Voilà, là ce soir on va devoir l'hospitaliser. D'accord ? Très attachés à leur chat, les propriétaires souhaitent le voir une dernière fois avant de le laisser ici pour la nuit. Parce qu'il va croire que je l'ai abandonné en fait. Je reviendrai demain. D'accord. Au revoir, bonne soirée. Mais le lendemain, malgré des soins intensifs, le chat n'a pas survécu. Pour Damien et son équipe, c'est toujours un moment difficile. C'est vrai que quand on a un animal comme ça qui est très sympa, qui est plutôt mignon, on a tendance à s'attacher relativement rapidement. Pour arriver finalement au décès de l'animal, parfois c'est un peu difficile à vivre comme situation. Et pour le vétérinaire, le plus dur reste à faire, prévenir les maîtres. Oui, bonjour, ici les urgences de l'école vétérinaire de Maison-Alfort. Je n'ai pas une bonne nouvelle à vous annoncer malheureusement. Donc je vous ai dit que Diamant avait arrêté de respirer et que son cœur s'était également arrêté. On a essayé de le réanimer là jusqu'à maintenant, mais malheureusement on n'a pas réussi à faire repartir ni son cœur ni sa respiration. Oui, il n'y a pas de problème, vous pouvez venir le voir pour lui dire un dernier au revoir ou autre, il n'y a pas de problème. Tout est prévu, y compris une salle à disposition des propriétaires. Le rôle du vétérinaire consiste aussi à aider les maîtres à se séparer de leur animal. Laissez un peu seul avec lui. On s'attache aux animaux et après ils font partie de notre vie quotidienne, de la famille. Mais il fallait que je lui dise au revoir. Il fallait vraiment que je vienne lui dire au revoir et que je le voie pour la dernière fois. 22h, commissariat du 10e arrondissement de Paris. Nous retrouvons Émilie, la jeune lieutenant qui prend son service pour la nuit. Pour elle, pas de vestiaire, c'est dans son bureau qu'elle se prépare. Pas de miroir, donc on prend la fenêtre. C'est pas trop adapté pour les filles. Et c'est vrai que la part de féminité qu'on peut avoir est parfois non négligeable pour les interventions parce que souvent le fait qu'une femme intervienne, ça permet d'apporter un peu de sérénité si jamais la violence tendait à prendre le dessus. Et ce soir, le lieutenant ne va pas attendre longtemps avant d'entrer en action. La vitrine d'un commerçant vient d'être brisée par deux jeunes. Apparemment, un acte de vandalisme gratuit. 8h10, je me rapproche aussi rue de Paradis. Ça, c'est la boulangerie. Ah bah oui.
Le 3, ils ont lancé un cadenas de vélo dans la vitrine, il y a un trou. Le cadenas qu'ils ont utilisé est encore sur place. C'est le vigile de l'hôtel d'en face qui a donné l'alerte. Deux jeunes avec un casque blanc qui couraient par le dessus d'un dossier. Ok. On monte. Quel âge? Jeune? Deux jeunes avec un casque blanc. Qui couraient. Blanc. C'est parti par là. Les informations dont disposent les policiers sont minces. Le lieutenant et son collègue partent pourtant à leur recherche dans le quartier. Là, on est en période de vacances scolaires et les jeunes ont plus de temps libre en journée pour dormir. Donc, ils ont plus de temps libre aussi pour leur soirée. Ils se couchent plus tard, ils font plus de bruit, ils dérangent plus les gens. Quelques minutes plus tard, coup de chance. Deux individus qui répondent au signalement. Viens ici! Bouge! Ça part à la couette! Rue Beau-Repère! Direction Magenta! Les deux jeunes ont pris la fuite dans des directions opposées. Individu avec une veste noire, jean bleu, rue Albert Thomas. Tout en courant, Émilie informe son collègue de la direction prise par l'un des fuyards. Direction République, Faubourg-Temple. C'est lui qui, le premier, va interpeller le jeune homme quelques rues plus loin. Son complice, lui, a réussi à s'échapper. C'est bon, on l'a interpellé. Qu'est-ce que t'as fait à la vitrine? Quelle vitrine? Un numéro, putain. Qu'est-ce qui s'est passé? Je ne sais pas. Pourquoi t'es couru? Hein? Pourquoi t'as couru? On parlait. Vous vous arrêtez. On m'a toujours dit. Ma tête. On m'a toujours dit. Les filles, quand ils s'arrêtent en coup de frein, cours. Je viens d'une cité. Pourquoi cours? Je sais pas. Je viens d'une cité, moi. Le jeune homme nie avoir brisé la vitrine. Les policiers vont le ramener devant la boutique et tenter de le faire identifier par le vigile. On a fait une bonne course. Affirmatif. Bah écoutez, on va voir s'il est identifié, oui. Il n'aura pas couru pour rien, l'essentiel c'est de l'avoir interpellé. Mais hélas, le vigile n'est pas sûr de reconnaître le jeune vandale. En revanche, le casque qu'il portait semble bien être le même. Casque blanc, ouais, c'est ça. C'est lui? C'était deux. C'est lui? Ouais, mais l'autre. Moi j'ai vu que le casque et quand je suis sorti, j'ai voulu courir mais ils étaient déjà loin. C'est pas nous. Le monsieur, il vous a vu? Mais... C'est juste qu'il sait pas si c'est toi ou si c'est l'autre qui a cassé la vitre. Non, bah oui. Moi je t'ai dit que c'est toi, c'est lui. C'est toi ou c'est lui, c'est un deux. Si c'est pas lui, c'est toi, alors donc c'est bon, alors on va rester. Conduit au commissariat, le jeune homme est aussitôt entendu par un officier de police judiciaire. Et pendant son audition, il finira par reconnaître avoir brisé la vitrine. Dans les jours suivants, le jeune homme sera présenté à un juge. Mineur et avec un casier judiciaire encore vierge, il devrait s'en tirer avec un simple rappel à la loi et l'obligation de rembourser la vitrine brisée. Retour aux urgences vétérinaires de Maisons-Alfort. 3 jours après sa chute du 2e étage, le petit chien est toujours en vie. Mais son état est inquiétant. Ce matin, son maître doit venir le voir pour la première fois. Il devra choisir entre poursuivre les soins ou euthanasier son animal. C'est vous le propriétaire du Cavalier King Charles? D'accord. On vous a un peu tenu au courant de tout ce qui s'était passé, de ce qu'on avait fait comme examen? Ouais, je pense que je dois le rater. Donc si vous voulez, on va aller le voir un petit peu ensemble, parce que je crois que vous vouliez le voir, et ensuite on rediscutera de la suite. Cela fait 3 jours que le chien est sans réaction. Mais soudain, en entendant la voix de son maître, il semble se réveiller. Pour Damien, il ne s'agit pas d'un miracle, mais d'une réaction classique. Je pense que son animal est content de le voir et se plaint un peu parce qu'il est pas bien, il n'arrive pas à se déplacer, il demande peut-être à son maître de l'aider ou de faire quelque chose, de le rassurer. Il cherche, je pense, une présence rassurante en entendant la voix ou en sentant l'odeur de son maître. Vous voulez qu'on discute un peu déjà de ce que l'on a vu? D'accord. D'un point de vue pronostic de récupération, je ne vous dis pas qu'il n'y a aucune chance que l'animal récupère, mais qu'il n'y en a pas beaucoup. Si on veut essayer que l'animal récupère, il y aura différents examens à faire, type scanner, IRM et autres. Malgré le peu d'espoir laissé par Damien, le maître ne se sent pas le courage de mettre fin au jour de son chien. Il bouge comme ça. C'est difficile pour moi de comprendre pourquoi la chance de récupération.
sont difficiles. D'accord, je comprends. Disons que ça peut être des réflexes, comme ça peut être un début de récupération de mouvement. Je peux pas être tranché malheureusement à ce niveau-là. Un dernier regard à son compagnon, et l'homme choisit d'essayer de sauver son chien, coûte que coûte. Personnellement, dans un cas comme ça, on est content que ce ne soit pas notre animal, dans le sens où si c'était à nous de prendre la décision, on ne serait peut-être pas capable de la prendre. Là, on a la chance qu'on a, c'est que c'est le propriétaire qui décide. Voilà, je suis prêt à essayer, quitte à ce que mon animal souffre un peu, voire beaucoup, mais derrière, au moins, on saura ce que l'on peut faire. Mais je pense que déjà, avec le scanner ou l'IRM, et également l'avis des neurologues, on pourra vraiment avoir un avis plus tranché, vous donner des pourcentages de récupération plus précis que ce que j'ai pu vous donner aujourd'hui. Scanner, frais d'hospitalisation, les soins intensifs portés à son chien vont lui coûter près de 1 500 €. Eh petit mec. 3 semaines plus tard, la récupération est impressionnante. Difficile d'imaginer que ce chien est le même que celui dont les chances de survie étaient de 5%. Là, il est capable de se lever, de se déplacer, de se nourrir, de boire. Donc ça, c'est très bien. La récupération est quand même, somme toute, très très bonne. Et vraiment, ça a été une bonne surprise, oui, on peut dire une bonne surprise de voir que l'animal a aussi bien récupéré et aussi vite. Et voilà. Quant au maître, il est très heureux de retrouver son compagnon. Le chien de miracle. Voilà. Et c'est vrai que vous, enfin, je pense que vous avez aussi votre part de responsabilité. Vous étiez quand même là tous les jours à venir le voir. C'est vrai qu'on n'insiste pas souvent dessus, mais ça compte beaucoup, tout ce qui est attention des propriétaires, câlins et autres. Il faut aussi que les animaux aient envie de s'en sortir. Dis bonjour à tout le monde. On y va. Paris sous le soleil. Aujourd'hui, le thermomètre flirte avec les 35 degrés. Une température que redoutaient les services d'urgence. Il fait chaud, hein, c'est incontestable, vous l'avez remarqué, c'est normal, c'est l'été, mais il fait encore plus chaud que d'habitude. On appelle ça la canicule. Pour les pompiers, la journée s'annonce difficile. Ils viennent d'être appelés pour une urgence. Une personne âgée qui vit seule dans son appartement aurait fait un malaise. C'est la femme de ménage qui a prévenu les secours. Bonjour madame. Comment vous vous sentez là, madame? Pour cette grand-mère de 73 ans, la chaleur peut avoir des conséquences particulièrement graves. Elle est déshydratée les gars, sa peau elle revient difficilement. Faut boire beaucoup de ce temps-là. Hein. Il fait chaud. Faut boire deux fois plus que d'habitude. La santé de la vieille dame est menacée. Si personne dans son entourage ne peut s'occuper d'elle, il faudra la conduire à l'hôpital. C'est votre petit sac avec vos affaires, madame? C'est du bien ça, hein? Vous avez pas de famille? Non. Je préfère pas en parler. Ah, d'accord. D'accord, bon on n'en parlera pas alors. Là ce qu'il y a c'est que vous êtes super faible madame. Hein. Faut que quelqu'un s'occupe de vous là. Hein. On peut pas vous laisser comme ça. Hein. Ok, on y va. Vous mettez bien en l'absence de famille, l'hôpital est souvent l'unique recours pour les personnes âgées. Dans la mémoire de tous les urgentistes est gravé le terrible souvenir des 15 000 morts durant la canicule de 2003. Aujourd'hui, les secouristes ne prennent aucun risque. Il n'y a personne qui va la prendre, la dame. Hein. Elle a pas, enfin, si on ne va pas la chercher chez elle, elle va se. Enfin, c'est triste à dire, mais elle va se laisser mourir à la maison. Hein. Donc, oui, il n'y a pas de. Ouais, c'est un cas d'urgence. Les records de chaleur ont encore eu aujourd'hui des répercussions dans tous les services d'urgence. Les personnes âgées, souvent laissées seules pendant les mois d'été, sont les plus vulnérables. À l'hôpital Tenon, dans le service du docteur Inglet, elles sont de plus en plus nombreuses. Bonjour madame. Bonjour monsieur. Docteur Inglet. Hein? Docteur Inglet, bonjour. Ce soir, une vieille dame de 90 ans vient d'arriver. Elle est tombée après avoir perdu connaissance. Et pourquoi vous êtes tombée? C'est ce que j'aimerais savoir moi. J'étais en train de parler à ma fille, et puis d'un seul coup, pof, je suis tombée. J'étais en train de parler. Oh là là. Et vous vous souvenez de quelque chose ou il y a un moment donné vous êtes retrouvé par terre sans comprendre? Sans comprendre. En ce moment, j'ai plus de force. J'ai 90 ans, j'ai plus de force du tout. La femme paraît très affaiblie. Elle suit déjà un traitement pour le cœur. Respirez fort par la bouche. Le médecin craint que cette chute ne cache un problème beaucoup plus grave. À tout à l'heure. Nous, l'urgentiste, on a forcément cette déformation-là, puisque notre boulot, c'est ça. C'est d'aller chercher ce qui pourrait être grave.
Mais il m'arrive très souvent de dire au malade, je ne sais pas ce que vous avez, mais vous n'avez pas l'infarctus, le machin, le truc, qu'est-ce qui fait que voilà, vous n'êtes pas dans la gravité et vous êtes bien dans quelque chose qui n'a rien de grave. Donc c'est quand même heureusement plus fréquent que des choses graves, parce que sinon... Le patron des urgences a demandé toute une série d'examens complémentaires. Et malheureusement, quelques heures plus tard, les résultats confirment ses craintes. Le souci, c'est que cette dame, donc... Je vous disais tout à l'heure, c'est important de savoir pourquoi elle est tombée. Et puis entre-temps, j'ai eu les premiers résultats de la biologie qui montrent qu'en fait, si elle a eu cette fatigue brutale et qu'elle n'arrivait plus à se bouger, en fait, c'est parce qu'elle est en train de faire un infarctus du myocarde. Donc ça n'a pas l'air comme ça, mais on est en plein dans une histoire aiguë, cardiologique. Malgré les efforts du médecin, la vieille dame est décédée quelques jours plus tard. Une réalité avec laquelle tous les urgentistes vivent au quotidien. On relativise au sens où on apprend qu'on est tous mortels, que la vie a un prix, et qu'à un moment donné, le rôle du médecin peut être aussi de dire je ne peux plus soigner, mais par contre, je peux accompagner et garder la dignité des gens pour pouvoir les accompagner dans la dignité, dans la sérénité. Et ça, c'est un rôle qui est aussi important que de soigner. Retour dans le 10e arrondissement de Paris. Ce soir, au commissariat, ce n'est pas Émilie, mais son collègue Sébastien, brigadier chef, qui est en charge des rondes de surveillance. C'est au bout de la rue, tu tournes à droite. Unité rue d'Ouzville, 10e arrondissement, pour un vol tiroir caisse. Un cambriolage vient d'avoir lieu chez un fleuriste, à quelques rues de là. Alors apparemment, on aura un individu qui aurait volé un tiroir-caisse dans un commerce, rue de l'Échiquier. Il aura pris la fuite à pied. Le vol a eu lieu il y a moins de 10 minutes. Sébastien a besoin d'obtenir un signalement rapide du cambrioleur. Bonsoir monsieur. Alors expliquez-moi rapidement comment ça s'est passé. Mon chien, Le fleuriste vit au-dessus de sa boutique et il est sous le choc. Bon, écoutez monsieur, il me faut un signalement. Donnez-moi rapidement un signalement. Vous l'avez vu le monsieur qui est rentré dedans? Il était comme monsieur. Est-ce que vous l'avez vu? De dos. Oui, comment il était habillé? En chemise blanche. Chemise blanche. Et il est parti vers là. Le signalement est aussitôt transmis à toutes les équipes. On sait juste qu'il a une chemise blanche, c'est tout. Une chemise blanche, et donc l'individu serait parti avec le tiroir-caisse. Montrez-moi où était le tiroir-caisse, monsieur. Elle est grosse comment, à peu près? C'est très gros. L'homme n'est pas très précis. Par chance pour Sébastien, la scène a été filmée par des caméras de vidéosurveillance. Ah non, je suis trop énervé, monsieur, écoutez. Calmez-vous. Essayez de vous calmer. Je sais, essayez de vous calmer. C'est pas évident. Vous avez eu peur? Oui, bien sûr, je suis en haut, madame, enfin. Et il rentre comme ça dans le magasin, en bas. Mais il faut oser faire ça, quand même, non? Encore un. Trop bouleversé, l'homme n'arrive pas à faire fonctionner son magnétoscope. Attendez, j'ai déjà audio. Attends, audio. Non, audio, ça m'étonnerait que ce soit audio, monsieur. Attendez, je vais essayer de regarder. Au même moment, une autre équipe de policiers a interpellé dans la rue un individu suspect portant une chemise blanche. Il attend au bas du magasin. La victime va pouvoir l'identifier immédiatement. Est-ce que c'est le monsieur qui est là? Oui, c'est lui, avec une monsieur. C'est lui? Oui. Vous êtes sûr, hein? J'ai pas vu son visage. Je peux pas accuser quelqu'un que j'ai pas vu. L'homme n'est pas très sûr de lui et il préfère aller observer de plus près son cambrioleur. Mais visiblement, ce n'est pas suffisant. Heureusement, à l'étage, Sébastien, lui, a pu faire fonctionner le système de surveillance. Sur les images, on distingue nettement l'auteur du braquage. Oh, il avait la chemise ouverte. Ouais. Je crois qu'il a une chevalière sur le petit doigt de la main droite. C'est la main gauche. Là, on a quand même des informations qui sont importantes. Hein. On voit que c'est un homme qui est brun, les cheveux assez courts, une bague à l'annulaire gauche. C'est des éléments qui sont importants. Hein. Problème, le suspect arrêté dans la rue ne correspond pas aux images. Un dernier détail va permettre de le disculper. Il avait quoi comme chaussures aux pieds? Il courait vite ou il trottinait Non, il courait vite. Il courait très vite. Parce que l'individu qu'on a, vous avez vu, il a des babouches.
Grâce à sa paire de babouches, le suspect sera libéré quelques minutes plus tard. Ce sera un individu... Sébastien diffuse sur les ondes le signalement détaillé du suspect. Les cheveux bruns, porteur d'une chemise blanche, ouverte. Pour lui, l'affaire est terminée. Dès demain, le fleuriste ira porter plainte au commissariat. La même affaire, en pleine journée, les gens seraient moins choqués. Parce que la nuit, les gens ils sont surpris en plein sommeil. Toute la difficulté, nous, de notre intervention, c'est que la victime se régule son état de choc afin de nous donner, nous, des informations précises qu'on puisse nous relayer rapidement pour que les véhicules qui sont sur le secteur aient plus de chances d'interpeller l'auteur de l'infraction. 5 h du matin, Sébastien est appelé pour une nouvelle urgence. Un accident de circulation aux abords de la gare du Nord. La conductrice du véhicule, elle a percuté très certainement un plot qui se trouve sur les chaussées, qui délimite les chaussées et les voies de bus. Et le véhicule a fait des tonneaux. Un accident spectaculaire. Les 3 occupantes du véhicule sont sous le choc. Miraculeusement, elles ne sont que légèrement blessées. Que des blessés légers. Michel, tu me prends toutes les identités, les 3 ? Ouais. Vous avez consommé de l'alcool, madame ? Vu les circonstances de l'accident, Sébastien soupçonne la conductrice de rouler trop vite et sûrement sous l'emprise de l'alcool. C'est bon. Dis-moi. Positif. C'est positif, madame. L'alcoolémie, c'est positif. C'est sûr même, vous n'êtes pas blessé. C'est certain, non ? Avec plus d'1 gramme d'alcool dans le sang, la conductrice risque jusqu'à 2 ans d'emprisonnement et 4 500 € d'amende. Une sanction lourde, mais le pire a été évité. Vu l'état du véhicule, on imagine le choc. Elles auraient pu être beaucoup plus blessées que ça. Elles ont beaucoup de chance. Alors voilà, un petit matin sur Paris. Pas de blessés, juste une voiture bonne pour la casse. Pour les policiers du 10e arrondissement, l'été s'achève sans catastrophe majeure. Cette année encore, comme tous les professionnels de l'urgence, ils ont été au cœur de l'action pour affronter les petits et les grands drames de la ville.